Et nous sommes en direct. C'est top. Merci Loïs. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on compte une série de webinaires sur la criminalité environnementale et le développement. Donc, le titre ce soir du webinaire, c'est Pêche illégale dans les pays en développement, menaces pour la sécurité alimentaire et les espèces marines. Donc, vous êtes connectés sur Zoom et on a donc un live sur Facebook. Donc, merci à toutes et à toutes d'être présents ce soir. Merci aux intervenantes et aux intervenants qui nous font l'honneur d'être présents et que je vais présenter dans quelques minutes. Je vais tout d'abord parler de chiffres. Puisque avec les chiffres que je vais vous exposer, ça va faire un petit peu plus de selon le rapport de 2016 d'Interpol UNEP, les crimes environnementaux représentent entre 91 et 258 milliards de dollars par an au niveau des crimes environnementaux. Pour ce qui est de la pêche illégale, à elle seule, elle représente entre 11 et 24 milliards de dollars par an, hors rejets illégaux. La pêche illégale. Alors, pourquoi est-ce un sujet crucial et c'est un sujet d'actualité? Alors, la pêche illicite, qui est aussi appelée INN, c'est un terme général qui englobe une grande variété d'activités liées à la pêche. L'INN, donc la pêche illégale, elle est présente dans tous les pays de pêche et couvre plusieurs dimensions. Elle concerne tous les aspects et toutes les étapes de la capture et de l'utilisation du poisson. Et elle peut être alliée au crime organisé. C'est d'où les montants que je vous ai annoncés tout à l'heure. On parle de pêche sans autorisation, d'utilisation ou de techniques prohibées, les prises accessoires qui sont excessives et ou prohibées, les prises non autorisées, non la pêche dans des zones interdites ou en saison interdite, parce qu'il y a des zones de pêche qui sont fermées avec certaines périodes, mais malgré tout, on pêche dans ces zones interdites et dans des saisons interdites. La pêche, elle pose des problèmes d'ordre environnementaux, surpêche, dégradation des environnements maritimes, la biodiversité, des menaces d'espèces qui sont protégées, au niveau de l'économie et sociale aussi, on voit que certains endroits dépendent du travail forcé, des violences, de l'insécurité de l'emploi, de l'insécurité alimentaire dans certaines. Donc c'est pour ça l'objet du webinaire de ce soir. On voit aussi que sur certaines zones de pêche, le coût de la pêche illégale en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie, en Sao, en Sierra Leone, c'est environ 2,3 milliards de dollars par an, excusez-moi. L'Afrique de l'Ouest donc est devenue une zone sensible pour les grands navires commerciaux venus de Chine, puisque on a ces navires qui arrivent de Chine, d'Europe, de Russie, de Corée du Sud, qui sillent les eaux africaines avec énormément d'accords de pêche dans les zones africaines. 40% des prises des États côtiers africains, elles ne sont pas déclarées et donc on voit que la situation, elle s'est aggravée aussi lors de là et ça a dévié l'attention de cette problématique. 2014, campagne d'un mois qui avait été réalisée par Greenpeace dans les eaux guinéennes a permis justement d'identifier la présence d'un chalutier chinois et tous les 2 jours. Donc, c'est un petit peu l'état des lieux d'aujourd'hui et c'est pour ça que nous avons fait ce webinaire ce soir et je vais vous présenter les intervenants. Alors, je vais commencer par Sophie. Alors, Sophie Nodzensky, vous travaillez comme responsable de campagne pour la Fondation pour la justice environnementale, donc EJF. C'est une ONG qui a été fondée en 2001, qui promeut la résolution non violente au niveau international, des violations des droits de l'homme, des problèmes environnementaux dans le Sud. Vous dirigez la campagne mondiale de l'EJF pour la transparence de la pêche en collaboration avec vos collègues d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Vous campagne pour l'adoption des mesures et de politiques visant à mettre un terme à la pêche illégale et aux problèmes connexes tels que le trafic humain en mer. On parlait tout à l'heure des travails forcés.
Et puis, auparavant, vous avez coordonné la collecte de preuves des activités de pêche illégale au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est pas une mince affaire. Et actuellement, vous représentez la FEJ au sein de la coalition excusez-moi, Watch, avec d'autres grandes ONG européennes qui s'efforcent d'améliorer la mise en œuvre du règlement INN de l'Union européenne. Ensuite, nous avons Vincent Chapelle, dans les affaires de pêche depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, vous travaillez pour l'Agence européenne de contrôle des pêches, où vous êtes agent spécialiste de la garde côtière, mais également spécialiste senior pour la mer Méditerranée et la mer Noire. L'Agence européenne de contrôle des pêches est un organe de l'Union européenne qui a été créé en 2005. Son but est d'organiser la coordination opérationnelle des activités de contrôle et d'inspection des pêches menées par les États de l'Union européenne et de les aider à coopérer de manière que soient respectées les règles de la PCP, la politique commune de la pêche, afin de garantir leur application effective et uniforme. Après, nous avons Sylvie, donc Sylvie Noumonvie, qui est responsable du suivi et de l'évaluation du programme de l'ONG Eco-Bénin. Alors, Eco-Bénin, c'est une ONG dans le développement et la promotion des destinations d'écotourisme communautaire au Bénin. Sa mission, elle est de promouvoir le développement humain au niveau local et national à travers l'aménagement et la valorisation des ressources naturelles à des fins d'écotourisme et de développement d'éco-développement. Depuis sa création en 1999, vous avez initié et accompagné une quinzaine de développements au Bénin. Aujourd'hui, vous vous êtes investi dans le projet SWENS, mais également dans d'autres opérations en lien avec la sécurité maritime et la pêche illégale, dont nous parlerons tout à l'heure. Et ensuite, nous avons notre dernier invité, Cheikh Touré, qui vous êtes actuellement coordinateur régional des programmes de l'Office des Nations Unies pour la drogue et le crime en Afrique de l'Ouest et centrale. Vous possédez une vaste expérience dans la gestion des programmes destinés à promouvoir l'état de droit et la gouvernance dans les pays en développement. Vous avez également travaillé le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, au Tchad. Est-ce que je me suis trompée sur quelque chose ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à votre présentation? C'est bon? Alors, alors l'Afrique mondiale qui touche en priorité les pays en développement, notamment sur l'Afrique de l'Ouest. Donc, on va faire un petit peu un état des lieux de la pêche illégale et je vais vous poser quelques questions, des questions générales tout d'abord. Je vais poser cette question générale et ensuite je vous donnerai la main à chacun d'entre vous pour répondre et rebondir au cas où. Ma première question, c'est l'état des lieux de la pêche illégale en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Quels sont les principaux défis que vous relevez actuellement dans cette zone dans le cadre de votre activité professionnelle? Est-ce que Sophie, vous voulez commencer? Merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à participer ce soir. C'est un vrai plaisir. En termes de défis en Afrique de l'Ouest en particulier, ce qu'on peut nommer en premier, c'est tout ce qui a un rapport à la surveillance. Il s'agit de grandes zones maritimes et beaucoup des pays qui sont dans cette sous-région n'ont pas forcément les moyens techniques et le soutien financier pour pouvoir conduire la surveillance de façon régulière. Donc, c'est un premier problème. Et un autre problème, c'est aussi relatif à la gouvernance des pêches en elles-mêmes. Donc, parfois, il s'agit du cadre législatif qui n'est pas adéquat et donc les sanctions, par exemple, ne sont assez dissuasives. Et on va dire de façon générale, et ça, c'est pas un problème qui est spécifique à l'Afrique de l'Ouest, c'est un problème global, c'est qu'il y a un manque de transparence secteur de la pêche. C'est très difficile d'avoir accès à des informations sur, par exemple, ce que font les navires. Les navires, de par leur nature, ils opèrent de façon lointaine. Donc, c'est difficile de savoir ce qu'ils font. C'est aussi difficile de savoir qui sont les entreprises qui opèrent ces navires et la destination de leurs produits. Donc, c'est voilà, un état des lieux des principaux défis à remplir dans la sous-région.
Juste, je rebondis, quand vous dites que les sanctions ne sont pas assez dissuasives, il y a mais elles sont appliquées ou pas? Bon, alors c'est difficile de faire une généralité pour toute la sous-région. Dans certains pays, en tout cas, elles sont appliquées. Parfois elles sont trop basses par rapport au type d'infractions qui ont été commises. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de pays, comme par exemple la Guinée, récemment a revu son cadre légal et a vraiment revu les sanctions à la hausse. Mais parfois, de savoir si elles sont dissuasives ou pas, c'est pas forcément le cas. Et là, je reviens sur ce problème de transparence, c'est que pour vous donner l'exemple du Ghana, par exemple, la plupart des navires sont en fait des navires d'origine chinoise, mais ils sont enregistrés au Ghana et des compagnies locales les représentent et se présentent comme société écran, comme propriétaires. Et du coup, les sanctions, elles sont appliquées assez on va dire, au niveau de ces sociétés locales, et ça veut dire qu'elles ne sont pas du tout dissuasives pour ces conglomérats chinois qui sont en fait ces opérations. Il s'agit de quelques milliers de dollars pour eux, alors qu'ils auraient les moyens de payer des sanctions largement plus grosses, et du coup, dans ce cas-là, elles ne sont pas du tout dissuasives. Merci. Je vais laisser la parole à Vincent et ensuite à Sylvie. Donc Vincent, par rapport à ma question. Alors, merci tout d'abord d'avoir invité l'Agence européenne de contrôle des pêches dans cette discussion que je représente aujourd'hui. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure un petit peu plus en détail, mais que l'Agence européenne de contrôle des pêches est impliquée dans l'opération, le projet PESCAO pour le Golfe de Guinée. On couvre deux grandes régions, deux sous-régions, la CSRP qui va de Cabo Verde jusqu'à la Sierra Leone, et puis la CPCO qui va aller du Bénin jusqu'au Togo. On a commencé à travailler avec cette région en 2018-2019 et la première partie de PESCAO va s'étendre jusqu'en décembre 2022. On a eu une petite rallonge parce que dû à la pandémie, eh bien, on a un peu plus de délai du fait de contraintes budgétaires. Passons ces détails. Ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, c'est que oui, il y a des progrès. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits dans cette région. Les PCO, par exemple, s'est doté d'un centre de surveillance des pêches. Maintenant, il y a une approche régionale pour la surveillance des pêches. C'est en maturation pour l'autre sous-région, la CRP. L'agence, la ECP est derrière ça, puisqu'on doit les soutenir dans ce travail-là. On fait aussi un soutien en matière de cadre réglementaire pour les aider à améliorer leur cadre réglementaire. Et bien évidemment, comme ça a été souligné, pour qu'il y ait une cohérence entre infraction et sanction, bien évidemment. Mais on ne va pas, en tant qu'agence, on est là sur un support technique et bien évidemment, on n'entre pas dans les problèmes de procédure puisque là, on rentre dans de la souveraineté nationale. Donc là, encore une fois, on est en appui technique. Mais encore, je tiens à souligner que oui, il y a des efforts qui sont faits et j'en veux pour preuve, c'est qu'on va continuer ce projet. Nous aurons, après décembre 2022, un PSKO2 où on va continuer à aider ces pays-là. L'Union européenne va financer le projet et l'agence sera encore là pour les aider, tant au niveau opérationnel qu'au niveau technique, mais on en reparlera un petit peu plus tard dans le webinaire. Voilà, merci. Merci Vincent. Sylvie, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oh oui, tout à fait. Merci à tout un chacun. Quant à la question, l'état des lieux de la pêche dans notre sous-région, enfin, c'est catastrophique. Depuis dernièrement, à l'aide d'une surveillance, on a eu vraiment la véracité des choses. C'est vraiment catastrophique. Il y a plusieurs problèmes qui se posent actuellement. Ce qu'on a remarqué à notre niveau ici, c'est les critères même d'octroi des licences. Et chez nous, vraiment, ce n'est pas ça. C'est vraiment très léger. Et maintenant, quant aux sanctions, quand on arrive à raisonner quelqu'un,
les sanctions, c'est vraiment carrément rien par rapport au délit et le préjudice porté aux ressources maritimes. C'est quasiment chose. Il faudrait vraiment revoir ça. Dans nos États ici, c'est difficile la surveillance. Il n'arrive pas, les entités en charge de ces questions n'ont pas les moyens de faire l'annonce. Du coup, on s'est rendu compte que beaucoup de choses se passent au large et la pêche est vraiment faite de façon désastreuse sur le coup. Et il faut vraiment faire quelque chose. Raison pour laquelle, dernièrement, avec la surveillance effectuée avec Sea Shepherd, l'ONG Sea Shepherd, en collaboration avec les autorités béninoises, la préfecture maritime, par l'entremise de EcoBénin d'ailleurs, nous a fait voir vraiment pas mal de choses et le chantier qui est grand à ce niveau. Et il faut noter vraiment l'opacité des activités qui se passent en mer. C'est évident, ils sont vraiment en mer, ils sont éloignés de tout, mais il y a tellement de non-dits, on ne dit pas ce qui se passe. Du coup, c'est vraiment important de faire plus ou moins l'état des lieux pour clarifier un peu ce secteur et voir dans quelle mesure vraiment assurer la surveillance et la restauration, la surveillance et la restauration des ressources marines en mer. En tout cas, on y est déjà, on y est avec les autorités béninoises, avec des organisations comme Sea Shepherd et autres, et avec le collectif de Delta, les ONG des pays de la sous-région. On y travaille énormément d'ailleurs dans pas mal de creusets, et on y est. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire, raison pour laquelle je suis vraiment contente d'être là, qui est ce webinaire qui va vraiment dire pas mal de choses et entamer des pistes de solutions à ces problèmes qui se posent à nous tous, enfin, je suppose. Hein. Merci. Voilà. Merci Sylvie. Est-ce que Cheikh, vous voulez prendre la parole? Merci beaucoup. Je pense que mes collègues ont touché à pas mal de problèmes qui émanent en fait de la gestion durable de nos océans. Et aussi, on est tous convaincus que avoir des océans et des mers sains sont une condition préalable au développement. Et surtout, aujourd'hui, on est en train de parler de blue economy pour la plupart des pays de l'Afrique, surtout dans les zones côtières. Nous nous réjouissions vraiment d'avoir été conviés à ce webinaire pour discuter en fait de ces défis qui sont vraiment réels et dont font face nos États, surtout en Afrique de l'Ouest et plus maintenant en Afrique centrale. Juste pour compléter votre introduction, je suis présentement basé à Libreville où je coordonne les activités de la criminalité liée aux espèces sauvages et à l'exploitation illégale des ressources naturelles en Afrique centrale. Et je vois que la plupart de ce que Vincent Chapelle, Sophie et Sylvie ont mentionné nous pousse vraiment à appeler à un dialogue concret sur la manière dont la gouvernance océanique peut inclure, soutenir la coopération multilatérale en matière de sécurité maritime, parce qu'il y a différents cadres juridiques qui sont impliqués. Il y a la souveraineté nationale, mais aussi il y a pas mal de zones d'ombre que ces exploitants utilisent pour vraiment exploiter les océans. Et aussi, mis à part aussi ce point très important de la pêche illégale, il y a aussi la pollution de nos aires marins aussi qu'il faudrait aussi prendre en considération. Donc, un dialogue concret sur la gouvernance peut inclure
la coopération multilatérale en matière de sécurité maritime, mais aussi une bonne formation, une bonne continuité dans ce qu'on appelle, et on en discutera plus tard, toute cette chaîne de corruption dans la chaîne de valeur qui existe en matière de pêche et l'implication de façon effective et efficace des communautés qui vivent de la pêche au niveau local est très important. Je m'arrête là parce qu'on aura l'opportunité d'étendre un tout petit peu sur des sujets beaucoup plus spécifiques. Et je vous remercie. Merci. Merci, Cheikh. On parle de cadre, justement. Le cadre légal international existant encadrant l'activité de pêche vous paraît-il suffisant? Après, je ne vais pas vous reposer les questions sur les sanctions appliquées aux navires parce qu'on en a déjà parlé. Donc, par rapport à ce cadre légal, donc, est-ce que justement ce cadre légal international pour vous, il est suffisant? Et puis, on a un système de carton jaune et de carton rouge. Pour vous, quelle efficacité de ce système de carton jaune et carton rouge est-ce qu'on a en Afrique de l'Ouest? Commencer? Oui, donc par rapport au système légal international, c'est pas facile de répondre à cette façon de répondre à cette question de façon directe parce qu'en fait c'est un peu comme un patchwork vraiment le cadre légal parce qu'en fait chaque pays qui a par exemple qui a un État côtier qui a ses eaux peut appliquer des règles comme bon lui semble, tout comme chaque État du pavillon a aussi la mainmise sur ses propres flottes. Donc, en fait, du coup, on a vraiment des différences de cadre légal d'un pays à l'autre. Il y a évidemment au niveau mondial comme des guidance et aussi des traités qui existent, qui donnent, on va dire, les grandes lignes de ce que chaque pays doit faire au sein des Nations Unies. Mais après, en application, ça reste assez différent d'un pays à l'autre. Et ça veut dire que, par exemple, on se retrouve avec des États du pavillon qui sont beaucoup plus, on va dire, flexibles et moins regardants en termes de surveillance que d'autres pavillons qui sont beaucoup plus stricts. Et ceux qui sont donc plus flexibles, on les appelle des pavillons de complaisance. Et en fait, du coup, il se trouve que du coup, beaucoup de navires de pêche qui ont décidé de faire comme bon leur semble et de pêcher légalement vont aller se réfugier au sein de ces pavillons. Donc, c'est un véritable problème parce que ça crée vraiment un système à plusieurs vitesses. Donc ça, je pense que c'est un peu l'état des lieux sur le cadre législatif international. S'agissant du système de carton jaune et carton rouge, donc il a été beaucoup utilisé en Afrique de l'Ouest et c'est toujours le cas. Il y a encore des pays qui sont sous carton actuellement. Il y a des exemples très positifs. Encore une fois, je vais citer la Guinée qui a eu un carton rouge et qui a fait énormément de progrès pour s'en sortir et ça reste très positif. Après, il y a des pays qui prennent plus de temps, donc à voir pour les résultats. Et il y a aussi des pays qui ont reçu un carton qui a été retiré et qui ont finalement fini par régresser. Donc la Commission européenne qui le fait actuellement continue un dialogue après que ces cartons soient retirés pour s'assurer que les progrès continuent et voilà, faire le suivi. Donc je dirais quand même que ça reste un bilan assez positif en tout cas. Merci Sylvie. Je vais passer la parole à Vincent. Oui, merci. Alors, en termes de cadre légal international, bon, il y a des textes qui existent. Hein. Beaucoup de pays, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest sont partie contractante de l'ICCAT. Donc, à partir du moment où ils sont partie contractante de l'ICCAT, ils prennent la responsabilité de mettre en œuvre ces recommandations sur différentes espèces. Bien évidemment, l'ICCAT ne couvre pas toutes les espèces qui sont pêchées dans leurs eaux, mais c'est déjà un premier état. Ce qui est important aussi de bien clarifier, je ne vais pas vous refaire un cours sur la Convention de Montego Bay, mais il faut bien clarifier les activités qui sont menées dans les zones économiques exclusives, donc les eaux sous juridiction des États côtiers, et puis les eaux internationales.
Ça, c'est vraiment une notion qui est importante. J'en reparlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, que nous développons beaucoup dans notre travail au sein de PESCAO, la responsabilité des États côtiers et la responsabilité des États du pavillon. Ça a été souligné par Sophie. On peut avoir certaines problématiques, certains risques avec certains pavillons, mais à partir du moment où ces bateaux agissent dans les zones économiques exclusives des pays concernés, eh bien, la responsabilité est bien là pour ces pays, pour les États côtiers, de mettre en œuvre un système de surveillance et de contrôle. Encore une fois, nous, en tant qu'agence, on vient soutenir ces États pour la mise en œuvre de ces moyens de contrôle, de mettre en place des plans opérationnels pour que justement au sein de leur zone économique, déjà, si je puis dire, ils commencent à remettre les choses en ordre pour protéger leurs eaux. Ça a été souligné par Sylvie, c'est un état de fait. Il faut faire évoluer la réglementation nationale. Là encore, l'agence a mené un travail avec certains États et on continuera à faire ce travail pour améliorer leur réglementation nationale qui peut parfois dater un petit peu et puis il faut la mettre au goût du jour. La réglementation en matière de contrôle des pêches évolue assez rapidement, donc il faut prendre tout ça en œuvre. Donc voilà, ça c'est pas simple, oui. Parfois, on a l'habitude dans le monde du contrôle des pêches de parler d'un millefeuille réglementaire. Dans l'Union européenne, on connaît bien ce concept-là du millefeuille réglementaire. Je parle au moins pour le contrôle des pêches, mais bon, quand on s'y met bien, on s'en sort tout à fait. Et encore une fois, il faut aider ces États à vraiment être souverains dans les eaux dont ils ont la responsabilité. Et c'est bien là une des tâches qui incombe à l'Agence européenne de contrôle des pêches pour justement que le cadre réglementaire soit mis en œuvre et de bonne façon pour sauvegarder les stocks et pour assurer une pêcherie digne de ce nom dans les eaux dont les États côtiers de l'Afrique de l'Ouest ont la responsabilité. Voilà. Merci Vincent. Sylvie, je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup pour les interventions de tout et chacun. Quand on parle de la réglementation, la législation internationale, à notre niveau, ayant participé à cette étude à l'époque sur nos zones côtières, je vois qu'il y a pas mal de problèmes qui se posent. Les pêcheurs locaux, pour la plupart chez nous ici, ils font ça de façon artisanale. C'est des petites embarcations qui n'ont pas, mais qui en mer et qui font la pêche avec ce qu'ils ont de... Du coup, même en matière de pêche, ils ont besoin d'être formés. Être formés, ne serait-ce que pour assurer leur sécurité en mer. Les choses ne sont pas là actuellement chez nous. Quand on parle de... il y a une grande différence en fait. Je ne sais pas si vous m'entendez. Sylvie, est-ce que vous avez la possibilité de couper votre caméra? Peut-être qu'on vous entendra mieux. Que ce soit au niveau de nos pays ici et puis tout le reste. Et les pêcheurs au niveau local sont frustrés, ça il faut le dire, puisqu'il y a des grands incapables d'assurer un peu la préservation des ressources. Et à chaque fois qu'on veut travailler, ils disent qu'on s'en prend à eux, alors que les grands qui font les trucs là sont plus ou moins protégés, c'est ce qu'ils disent. Mais il y a un travail de fond à faire dans nos pays, ici, en matière déjà de la pratique de l'activité de pêche au niveau local, former ceux-là, au moins, leur dire oui, voilà, c'est de telle manière, il faut faire les choses pour espérer un jour aller au label de pêche durable un jour. Il faut vraiment faire un travail de fond avec nous pour ramener ça au même niveau que ce qui se fait avec les grands chalutiers des pays développés déjà. Voilà, du coup, il y a
qu'il y a un travail vraiment à faire dans au niveau de nos pays et par rapport à nos pêcheurs sur place pour pouvoir essayer que tout le monde soit égaux devant la justice là, qui va être instaurée par la suite. Vivement que moi, personnellement, avec l'ONG Kobere, qu'on aille un jour à la pêche responsable, une pêche responsable, un label pêche responsable qui puisse être respecté par tout un chacun, vraiment. Mais la législation doit vraiment faire le travail vraiment au niveau local chez nous et ramener ça au niveau qu'il faut pour pouvoir y aller, en fait. C'est ce que je dis ici. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Oui, oui, on vous a entendu. Est-ce que pour la prochaine intervention, parce que vous avez des problèmes de connexion, est-ce que vous pouvez couper la caméra? Peut-être qu'on vous entendra un petit peu mieux, Sylvie. Est-ce que, Cheikh, vous voulez réagir? Oui, je vais abonder dans le sens de Vincent sur la réglementation et aussi de Sylvie. C'est vrai qu'au niveau national, la plateforme juridique doit être renforcée pour outiller en fait les acteurs d'application de la loi d'être beaucoup plus efficaces. Mais je pense que soutenir aussi une approche beaucoup plus large du cadre de gouvernance océanique en incluant d'autres instruments et outils peuvent soutenir la gouvernance, telle que la Convention des Nations Unies contre le crime organisé transnational ou bien la corruption, comme d'importants instruments complémentaires qui peuvent aider à lutter contre les vulnérabilités. Et il faut qualifier certains actes d'actes criminels. Je pense que si on arrive à ça, ça peut équilibrer un tout petit peu la réponse que les États doivent donner face à cette pêche illégale et les moyens déployés par ces groupes. Parce qu'en fait, quitter un autre continent pour venir faire des activités de pêche dans d'autres amène parfois à beaucoup de complexité. Les cas documentés confirment que la pêche INN converge avec des crimes tels que la fraude documentaire, la corruption, l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent. Juste aujourd'hui, pour effet, je lisais dans les nouvelles au Sénégal qu'il y avait une compagnie chinoise qui avait été sous provision judiciaire pour blanchiment d'argent et qu'ils utilisaient cette compagnie comme façade. Donc, vous voyez un tout petit peu les complicités qu'il y a. De plus, les données suggèrent que les réseaux de traite humains et autres crimes de crimes graves, de plus, les données suggèrent que les réseaux de la traite sont de plus en plus sophistiqués. Et donc, tout ceci peuvent être vraiment inscrits dans un cadre d'autres instruments et outils qui peuvent vraiment soutenir cette gouvernance et outiller les forces d'application de la loi à être beaucoup plus efficaces. Un autre point qui est très important, c'est que la plupart du problème aussi au niveau national demeure dans l'approche commune, c'est-à-dire une approche intégrée et un échange inter-agences. C'est-à-dire, jusqu'à présent, la plupart des agences travaillent de façon éloignée de l'autre. Le partage de l'information, travailler en cohésion face à ce problème, je pense, est primordial pour arriver à gérer certaines de ces choses-là. À vous. Merci beaucoup. Merci, Cheikh. Je vais rebondir à ce que disait Sylvie par rapport aux pêcheurs artisanaux. Vous avez parlé des pêcheurs artisanaux qui sont bien souvent sur des petites embarcations. Quel impact ça a justement sur eux, la pêche illégale? Est-ce qu'ils ressentent son impact sur leur niveau de capture? Et comment est-ce qu'on pourrait impliquer justement les pêcheurs locaux? Allô? Oui, Sylvie, je vous laisse parler. OK. Déjà, il faut les appuyer en matière de la pratique du métier de pêche qu'ils font.
pour les appuyer en matière de formation, en matière des matériaux à utiliser, en matière de ce qui pourrait assurer leur sécurité en mer, pour pouvoir mieux cerner les techniques de pêche et ne pas faire utiliser les engins prohibés en mer, par exemple. Il y a un appui, vraiment un financement de ce secteur. Enfin, chez nous, au Bénin, ici, c'est le secteur qui n'est pas du tout appuyé. On a un ministère de l'agriculture et de la pêche, mais à la pêche, rien n'est dédié à la pêche. C'est comme si les pêcheurs sont laissés pour compte. C'est que le secteur a besoin d'être vraiment appuyé et ramené à un certain niveau pour que les règles et les lois qui sont là puissent être vraiment respectées par ceux qui pratiquent le métier de pêche au niveau local. Mais comme à chaque fois, ils sont laissés pour compte, il y a un problème. Du coup, il faudrait vraiment les appuyer à la formation et à les doter des techniques et des engins qui sont plus responsables des ressources halieutiques. Merci Sylvie. Sophie, vous avez demandé la parole. Oui, bah, c'était juste pour aussi contribuer à une réponse à votre question. Et je suis tout à fait d'accord avec Sylvie que dans beaucoup de pays, c'est un secteur qui est beaucoup délaissé et qu'il y a aussi beaucoup de travail qui reste à faire en termes de capture et d'aménagement des pêcheries au niveau artisanal. Mais je pense, pour revenir à votre question qui aussi posait la question des activités de pêche illégale industrielle sur les communautés de pêcheurs artisans. C'est tout simplement pour vraiment accentuer le fait que c'est tout simplement eux les premiers concernés. Évidemment, la pêche illégale, ça concerne la planète entière parce qu'il s'agit de ressources naturelles, mais s'agissant de l'Afrique de l'Ouest, ça a vraiment un impact sur leur capture à eux parce que souvent, en plus, en termes d'activités, vous avez listé au début de ce webinaire le type d'activités qui sont des activités de pêche illégale. Et donc, dans beaucoup de pays, beaucoup de ces navires de pêche industrielle viennent pêcher dans des zones qui sont réservées à la pêche artisanale. Donc, c'est des navires de pêche industrielle qui sont directement en compétition avec les pêcheurs artisans et qui donc prennent en fait les ressources qui leur seraient normalement, on va dire, attribuées, ou en tout cas sur lesquelles les ressources dont ils ont besoin pour leur sécurité alimentaire et la sécurité alimentaire des pays en général, mais aussi en tant que moyen de subsistance, parce que dans beaucoup de ces pays, il y a très peu d'alternatives en termes, on va dire, de moyens de subsistance. C'est la pêche ou rien d'autre. Je pense que, juste pour répondre à votre deuxième question qui était comment les impliquer davantage, je vais malheureusement faire un peu de promotion pour ma propre organisation, mais voilà, il n'y a pas que notre organisation qui fait ça, mais on essaie de développer des systèmes de surveillance communautaire où les pêcheurs eux-mêmes puissent donc rassembler des informations sur les activités de pêche légale, donc ces fameux chalutiers qui pêchent dans les eaux réservées à la pêche artisanale. Quand ils sont en mer, ils peuvent prendre une photo et tant que la photo permet d'identifier le navire et qu'il y a aussi les données géographiques de géolocalisation du navire, c'est des preuves tangibles qui puissent ensuite être utilisées. Donc on pousse pour ce genre de projet pour que ils deviennent vraiment agents dans leur dans ce changement qui devrait avoir lieu, et vraiment pour stopper la pêche illégale industrielle dans les eaux réservées à la pêche artisanale. Merci Sophie. Alors, j'ai une autre question et puis je vais incorporer une question que j'ai sur Facebook en même temps parce que c'est un peu le même lien. La question, c'est: une fois que le navire pratiquant la pêche INN a été pris en flagrant délit, que se passe-t-il? Comment peut-on poursuivre les responsables et quelles ont été vos observations sur le terrain? Et puis j'ai une question sur Facebook qui dit quelles sont les nationalités des navires braconniers? N'y a-t-il pas de navires européens? Et si oui, que fait-on concernant ces Européens pilleurs? Sophie, est-ce que vous voulez commencer?
Oui, je peux commencer, mais je pense que Vincent aura beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe vraiment sur le terrain en termes d'arraisonnement, en tout cas ceux qui sont faits par les autorités. En général, les navires sont ensuite amenés au port pour qu'ils soient ensuite sanctionnés. De notre côté, donc, quand il s'agit de la surveillance communautaire, donc, qui n'est pas organisée par l'État, mais par les pêcheurs artisans eux-mêmes, comme je disais un peu plus tôt, vraiment l'essentiel, c'est d'avoir des preuves tangibles, donc vraiment une photo qui permet d'identifier le navire et ensuite et où est-ce qu'il se situait, donc par exemple dans les zones réservées à la pêche artisanale, ce qui est interdit pour ces navires, et ensuite les envoyer aux autorités. Après, c'est aussi s'assurer qu'il y a un cadre légal en place qui permet de s'assurer que ces preuves sont reconnues. Mais en tout cas, jusqu'à présent, dans certains pays, par exemple en Sierra Leone, les preuves que nous avons envoyées à l'État côtier ont permis la sanction de, par exemple, 5 navires en 2020. Donc, ça a été positif dans ce sens-là. Mais évidemment, il faut aussi que les autorités collaborent et acceptent de recevoir ces informations en tant que preuve. Mais dans tous les cas, il y a plus de... Une fois que les navires sont arraisonnés, il y a plus une enquête qui est vraiment menée à bord et qui utilise, par exemple, le journal de capture et le système satellite. Donc, ça ne s'arrête pas qu'à ces photos qui sont prises en mer, on va dire, en flagrant délit. Donc voilà. Merci Sophie. Vous voulez Oui, ajouter? pour compléter un peu Sophie. Alors là, on rentre déjà dans une problématique que nous traitons sous l'angle de la formation. Vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est que tout ce système, on peut prendre des photos, on peut faire un tas de choses. Maintenant, s'il n'y a pas d'inspecteurs qui sont là pour constater les infractions en mer, j'allais presque dire que, entre guillemets, c'est pas suffisant, d'accord? En plus, on doit respecter donc la souveraineté de chaque État, le système judiciaire de chaque État. Donc, dans certains pays, les photos ne sont pas recevables. Elles ne sont pas recevables, ce sont des éléments de preuve, mais ce ne sont pas des preuves. On ne va pas rentrer dans un débat pénal, mais c'est à prendre en compte. Donc nous, ce qu'on privilégie aujourd'hui au niveau de l'agence, c'est vraiment de développer une culture du contrôle dans ces pays-là. D'accord? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une responsabilité des États côtiers dans la gestion de leurs eaux. La gestion passe aussi par la gestion des stocks. Il va falloir aussi développer cette culture qui, on en a fait, c'est un état de fait, et là je ne trahis pas de secteur, où il y aurait peut-être une certaine faiblesse sur la gestion des stocks, donc faire des évaluations de stocks, parce que nous aurons besoin de ces éléments aussi pour développer la gestion des risques. On a commencé à travailler avec la CSRP et le CPCO sur la gestion des risques, développer des méthodologies pour justement préparer les activités de contrôle en mer. Et donc ça, c'est un ensemble, on ne peut pas isoler une partie ou une autre. Et comme ça a été très bien souligné par Sophie, bien évidemment, une fois qu'on a attrapé ces bateaux en mer, qu'on a fait une inspection, que les inspecteurs ont été capables de relever des infractions, bien évidemment, ces bateaux, dans la plupart des cas, sont déroutés au port. Et tout le processus judiciaire pour aller jusqu'au tribunal, s'il n'y a pas un système de sanctions administratives en place. Et là aussi, on essaye un petit peu de développer ça parce que parfois, on l'a vu dans le cadre européen, la sanction administrative est plus rapide et parfois plus dissuasive que la sanction pénale. Il faut aussi former les magistrats à la problématique de la pêche illégale. Donc ça aussi, l'agence l'a déjà fait. On a déjà formé en coopération avec l'ISMI, qui est bien connu par les différents pays du Golfe de Guinée, cet institut de formation qui a une partie reliée à tout ce qui est lié à la pêche. Et l'agence a assuré des formations des magistrats parce que, je le répète encore, on peut mettre en place des systèmes de détection satellitaire tels que le VMS. On peut mettre en place des moyens
avec des inspecteurs qui vont relever des infractions, on peut ramener des bateaux au port. Maintenant, si au niveau judiciaire, ça ne suit pas, ben, c'est dommage. Donc, il y a eu une demande et puis je peux vous assurer que les magistrats que nous avons eus en formation étaient ravis des formations et vraiment, on leur a ouvert non pas l'esprit sur les problématiques pénales parce qu'ils les connaissent mieux que nous, mais sur le monde des contrôles des pêches parce que parfois, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ces choses-là, comprendre l'impact d'un chalutier dans une zone de pêche artisanale, ils ont parfois du mal à le comprendre et c'est pour ça que parfois on peut être un peu déçu par les sanctions qu'ils pourraient donner. Mais je pense qu'après de telles formations, ils comprennent l'impact socio-économique qu'il peut y avoir sur la ressource elle-même, mais aussi sur l'activité de la pêche. De la pêche artisanale. Donc, encore une fois, c'est vraiment un sujet à prendre dans sa globalité et qu'il y a toute une chaîne à monter, toute une chaîne à former et pour que vraiment tout fonctionne correctement. Voilà. Merci Vincent. Il est 19h20, je vais avancer sur d'autres questions. Les capacités de surveillance des côtes par les autorités compétentes en Afrique de l'Ouest sont limitées en raison du manque de moyens humains, de moyens matériels, mais également dû à un problème de corruption et aux dispositifs légaux insuffisants. Comment les organisations internationales, régionales et les ONG peuvent-elles pallier ces manques? Sophie, vous êtes par exemple investie dans l'opération de surveillance communautaire en Sierra Leone et au Sénégal. Pouvez-vous nous en dire plus? Cheikh, comment lutter et prévenir contre la corruption dans la région? Et puis, j'ai aussi sur le chat de Zoom, Mamadou qui demande que disent les instruments nationaux et internationaux pour l'accès du public aux informations liées à la pêche, notamment au Sénégal. Donc, Sophie, si vous pouvez prendre la parole et ensuite Cheikh. Oui, pardon, Caroline, j'ai raté la question qui m'était attribuée. Il y avait une question différente pour chacun d'entre nous. Alors, je disais que vous étiez investi dans l'opération de surveillance communautaire en Sierra Leone et au Sénégal. Je voulais en savoir un petit peu plus, en fait. C'est les projets que j'ai expliqués tout à l'heure. C'est actuellement, ce qu'on essaie de faire, en fait, on a commencé par le Ghana, c'est essayer de développer l'utilisation d'une application mobile, en fait, que les pêcheurs pourraient tout simplement télécharger sur leur téléphone. Beaucoup d'entre eux ont des smartphones, mais aussi, dans certains cas, on leur a fourni les smartphones eux-mêmes et puis évidemment une couverture pour le téléphone pour le protéger contre vents et marées. Et voilà, c'est le projet en lui-même, c'est vraiment donc leur fournir le matériel, mais aussi leur fournir un training pour qu'ils puissent utiliser ces téléphones, mais aussi un training sécurité, parce qu'évidemment, c'est aussi très dangereux pour eux de prendre ces photos en mer. Donc, c'est aussi s'assurer que les téléphones puissent leur assurer de prendre des photos à distance. Et donc voilà, c'est vraiment l'idée de ces projets-là pour qu'ils deviennent eux-mêmes agents, on va dire, pour s'assurer que les bateaux de pêche industrielle restent en dehors des eaux artisanales. C'est un projet qui, pour l'instant, fonctionne bien au Ghana et on avance petit à petit en Sierra Leone et au Sénégal, on s'apprête à commencer. Et est-ce que vous m'aviez aussi posé une question sur celle qui est dans le chat, c'est ça, par rapport au cadre législatif au Sénégal? Oui, en fait, il y a Mamadou qui demandait que disent les instruments nationaux et internationaux pour l'accès du public aux informations liées à la pêche, notamment au Sénégal. Ok. Donc oui, donc ça revient à ce que j'expliquais un peu plus tôt par rapport au manque de transparence dans la pêche de façon globale. En soi, il n'y a pas vraiment
on va dire, de cadre légal international qui forcerait les États à publier des informations sur leurs activités de pêche. Il y a beaucoup d'États qui le font de façon volontaire parce que c'est vraiment un des fondements de la bonne gouvernance, non pas que des pêches, mais des ressources naturelles en général, d'avoir de la transparence par rapport à ça. Et donc, au Sénégal, actuellement, je n'ai pas exactement toutes les données, mais par exemple, la liste des licences des pêches, donc des licences qui sont attribuées aux navires, n'est pas publique. Et donc, elle n'est pas accessible au public. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille pour que le ministère des Pêches du Sénégal publie cette liste. Merci Sophie. Cheikh, par rapport à la question comment lutter et prévenir contre la corruption dans la région? Oui, merci beaucoup pour cette question. Je pense que je l'ai mentionné plus tôt. En fait, il était important d'avoir une coopération soutenue interagences. Surtout par rapport aux agences qui traditionnellement s'occupaient en fait de la gestion des pêches et les organismes non traditionnels, c'est-à-dire dans toute la chaîne de valeur de la pêche en impliquant les douanes, les autorités fiscales, les organismes de lutte contre la corruption et les organismes d'application de la loi. Ceci est que la criminalité liée à la pêche, l'industrie de la pêche est un élément essentiel pour l'économie de plusieurs pays. Et donc, la corruption peut avoir aussi des répercussions destructeurs pour l'économie, mais aussi pour l'écosystème marin aussi. Et c'est pour ça qu'il est important que le secteur de la pêche est particulièrement vulnérable à cela. Et donc, nous avons eu à faire une petite analyse et une étude récemment sur l'industrie de la pêche et la transparence dans ce secteur et les crimes liés à ce secteur-là. Et donc, on a reconnu l'importance de lutter contre cela à travers la corruption et on a publié en 2019 un rapport qui s'appelle Rotten Fish ou poisson pourri en français maquila. Donc, qui est un guide qui en fait cherche à améliorer et prendre de manière beaucoup plus importante la corruption dans le secteur de la pêche. Et c'est un guide qui est fourni aux États et des conseils sur la meilleure façon de réduire les risques. J'aime bien quand Vincent Chappelle, que j'ai connu, je pense, au Nigeria en 2019, parle de culture de contrôle. C'est très important. Moi, j'aime bien, en fait, ce terme-là, culture de contrôle, mais aussi l'interopérationnalisation des agences qui sont dans ce secteur-là, parce qu'ils ont un droit de regard sur ce que font les autres. Et je pense que Sophie, dans le travail qu'elle fait, qui est important, ainsi que Sylvie, avec les communautés, peuvent s'impliquer d'autant plus sur cette corruption, sur l'octroiement des licences, mais aussi sur la déclaration des volumes aussi, qui en fait bénéficient une partie de cette chaîne-là, qui bénéficie de ça sans pourtant prendre action réellement sur les dommages qui sont faits pour l'économie du pays. Donc, pour l'ONUDC, nous recommandons en fait de lutter contre la corruption dans ce secteur de la pêche comme principale menace pour l'économie bleue durable et catalyseur de la criminalité liée à la pêche, accroître une coopération technique avec les organisations non gouvernementales, la société civile, mais aussi garantir une certaine capacitation des acteurs qui travaillent dans ce secteur-là. Je pense que c'est très important
par rapport à ça. Un autre point qu'avait mentionné Vincent, qui est très important, et je pense que nos collègues de la société civile et des ONG doivent aussi renforcer leurs efforts, c'est renforcer la capacité des juges et magistrats. Et ça, pas seulement ceux qui sont assis, mais au niveau de l'École nationale de magistrature, en proposant des modules pour pérenniser l'action. Parce qu'en fait, au niveau de la justice pénale, sans pour autant rentrer à ce niveau-là, il est important de sensibiliser les juges. Et aussi, je suis d'opinion que l'introduction de sanctions administratives aussi est essentielle par rapport à certaines de ces points. Mais pour nous, il y a un élément et le guide sur cette corruption est très important. Et vous pouvez le trouver sur le site de l'ONUDC et sinon, je vais le partager avec les collègues qui ont organisé ce webinaire pour le disséminer. Je vous remercie. À vous. Merci, Cheikh. Il y a Sylvie qui voulait prendre la parole. Sylvie, excusez-moi, je n'avais pas ouvert mon micro et je parlais. Du coup, là, c'est ouvert. Merci de m'accorder la parole. Merci aux différents intervenants qui demandent à chaque fois de renforcer la législation et ses consorts. Il y a un truc sur lequel je revenais pour les bateaux qui étaient, enfin, les chalutiers illicites qu'on rencontre souvent sur nos côtes à nous. Il y a des Ghanéens, des Chinois et des Coréens. C'est des chalutiers qui sont arraisonnés pour la plupart du temps, enfin, les derniers surveillance, c'est ce que enfin, les bateaux qui ont été arraisonnés. Le niveau de corruption aidant, la gestion du dossier est restée comme ça. Enfin, on est resté sur nos soifs, en fait, par rapport à tout ça. Et par rapport à la surveillance communautaire, oui, c'est très bien, c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Mais déjà, il faut une certaine organisation à la base avec les pêcheurs, tous ceux qui sont dans le métier de pêche, le référencement, avoir les informations, les indications pour pouvoir mieux suivre cette plateforme-là qui va commencer par fonctionner par la suite. Entre-temps, pour pouvoir, j'ai les suggestions en fait, pour pouvoir améliorer le secteur et améliorer et sauvegarder les ressources en mer, c'est vraiment améliorer la réglementation en matière de métier de pêche. C'est vraiment améliorer ça, c'est des suggestions que je fais. Exiger des navires de pêche, l'installation et l'allumage des AIS. Enfin, il faudrait qu'ils se repèrent parce qu'ils fonctionnent de façon plus ou moins frauduleuse en mer, ce qui prête vraiment à confusion, enfin, ce ne rend pas facile la surveillance. Et c'est important le traitement régulier des journaux de pêche. On n'a pas de données, c'est opaque ce secteur, on n'a pas de données pour traiter de façon journalière et avoir ces données régulièrement. Ça permet de voir l'impact du métier de pêche sur la ressource, les ressources maritimes et pouvoir faire le suivi. Entre-temps, M. Tchèque l'avait dit, je mets l'accent encore là-dessus, le développement de l'économie bleue. C'est vraiment primordial. Et ceci se fera qui seront élaborés en la matière et mis en œuvre. Et il faudrait vraiment que les différentes organisations s'y impliquent réellement, qu'on puisse vraiment atteindre ces objectifs-là. En matière locale, il faut vraiment appuyer les pêcheurs artisanaux, vraiment les appuyer en matière de formation, c'est vraiment une doléance. Il faudrait que ça se fasse pour les former et les donner les moyens de pouvoir mieux pratiquer le métier de pêche, conserver les produits de pêche pour ne pas à chaque fois maintenir une pression constante sur les ressources. Des fois même, ça frise le gaspillage parce que les gens n'ont pas de moyens de conserver les produits de pêche qui ont été pris. Du coup, dynamiser une plateforme, mettre en place des cloisons de dialogue
et avoir cette plateforme impliquée vraiment dire, à être transparent sur le métier de pêche pour avoir les informations et pouvoir se baser sur ça et appuyer le secteur et appuyer aussi l'évolution de la réglementation en matière de métiers de pêche. Merci Sylvie. Je vais passer un petit peu sur la responsabilité des entreprises. Alors, quelle est la responsabilité des entreprises par rapport à la traçabilité des produits de pêche? Comment s'assure-t-on d'avoir des chaînes d'approvisionnement exemptes de toute pêche illégale? Comment lutter davantage contre cette concurrence déloyale faite aux pêcheurs qui pratiquent leur activité légalement? Sophie, Vincent, vous voulez intervenir? Je la parole à Sophie. Je vais commencer et Vincent pourra compléter. Je suis sûre qu'il aura beaucoup à compléter. Je vais parler plutôt de la perspective européenne puisque c'est un débat organisé par parlementaire. Donc, ce qui existe actuellement au sein de l'Union européenne, c'est le règlement pour lutter contre la pêche INN. Et en fait, c'est un règlement qui prévoit qu'aucun de produits pêchés illégalement n'entre sur le marché européen. Et surtout parce que beaucoup du marché européen repose sur des importations de produits de pêche pour sa consommation. Et donc, il existe un système donc au niveau des États membres de contrôle des captures qui rentrent dans les ports et les aéroports européens. Et donc, on va dire que la responsabilité, du coup, elle tombe surtout sur les États membres. Mais il ne faut pas oublier que, évidemment, les sociétés qui importent des produits de pêche sur le marché européen ont aussi une responsabilité puisque le règlement dit qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de produits de pêche pêchés illégalement qui rentrent sur le marché européen. Donc, il faut absolument que ces entreprises mettent en place des systèmes pour s'assurer que les captures qu'elles commandent, par exemple, s'il s'agit si on regarde au bas de la chaîne, aient été pêchées légalement. Et pour ça, il y a différents systèmes qui peuvent être mis en place. C'est par exemple s'assurer que tous les fournisseurs démontrent qu'ils avaient bien des licences de pêche dans les États côtiers en question, s'assurer qu'il y ait bien des balises de surveillance sur les bateaux qui fournissent en particulier cette société importatrice. Donc, il y a évidemment un travail qui doit être fait aussi par les entreprises en parallèle de ce qui est fait par les États membres de l'Union européenne à leurs frontières. Vincent, vous voulez prendre la parole? Oui, donc comme l'avait dit Sophie, je vais un petit peu compléter ce point-là. Donc effectivement, la problématique des entreprises, est-ce que le poisson qui arrive dans l'Union européenne est pêché correctement? Bon, il y a le fameux règlement, le 1005-2008, le règlement INN, avec un élément clé et obligatoire pour les entreprises, pour le système d'import-export, c'est le certificat de capture. Sans ça, le poisson ne peut pas rentrer dans le marché commun. Donc ça, c'est déjà très important. Il faut que les entreprises jouent le jeu, qu'elles le remplissent correctement. On a parlé tout à l'heure des cartons rouges, des cartons jaunes. Je vais le dire comme ça ne fait pas plaisir à l'Union européenne de mettre des cartons rouges et des cartons jaunes. Ce n'est pas une décision qui est prise à la légère. Personnellement, j'ai accompagné mes collègues de la commission, notamment de la DGMAR, dans des missions d'évaluation dans des États pour s'assurer effectivement où on en était, si on pouvait continuer à accepter leur poisson. Bon, moi j'étais en appui technique, je ne prends pas de décision, mais c'est un long travail de dialogue. Donc oui, encore une fois, il y a la responsabilité des entreprises qui participent parfois, et on le sait, il y a des cas qui sont sur la place publique, donc il n'y a pas forcément que du secret là-dedans, qui participent à ce commerce illégal, ça se sait, il faut lutter contre. Alors oui, les États membres ont une responsabilité aussi de faire du négoce avec ces entreprises-là, mais les États de départ
aussi doivent s'assurer que le poisson a été pêché correctement avant qu'il soit mis sur le marché. Parce que aujourd'hui, donc, on va parler de traçabilité, hein, c'est bien là le problème, c'est de s'assurer que à n'importe quel moment, et vous connaissez cette phrase célèbre dans l'Union européenne, hein, from the plate to the net, hein, non, from the net to the plate, sorry, de l'engin de pêche jusqu'à l'assiette, il faut qu'on s'assure de toute cette chaîne. Mais encore une fois, les entreprises ne sont qu'une partie de la chaîne. Hein. Oui, on a des problèmes. Oui, des entreprises ne sont pas très bienveillantes, ne sont pas très regardantes sur les poissons, sur la provenance, quels sont les bateaux qui les ont pêchés. Mais encore une fois, j'insiste, hein, cette culture du contrôle, et il faut que les États aussi, tous les États prennent leurs responsabilités. Donc, je le rappelle, le certificat de capture est obligatoire. Il va être émis au départ du poisson. D'accord ? Dès le départ, j'allais dire que nous, dans l'Union européenne, on va recevoir ce poisson, on va donc contrôler ces certificats de capture qui ont été émis au départ par les autorités au niveau du port de débarquement, mais aussi signés par l'État du pavillon. Donc, on voit que finalement, la responsabilité, elle n'est pas que sur une seule entité. L'entité dont on parle, les entreprises, participent au négoce et parfois à l'introduction ou au commerce de poissons qui a été mal pêché. D'accord ? Mais attention, il y a aussi une responsabilité encore sur l'État du pavillon qui signe ça et l'État côtier qui a reçu ce poisson débarquement et bien évidemment, comme l'a dit Sophie aussi, la responsabilité de l'Union européenne en général via les États membres qui reçoivent ce poisson. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à une question générale et ensuite je reprendrai un petit peu les questions qu'on a sur Zoom et sur Facebook. Quels sont les enjeux en matière de données ? Comment s'assurer d'avoir une meilleure transparence et une meilleure coopération en termes de partage d'informations entre les États ouest africains ? Je ne sais pas qui veut commencer. Vincent, si vous voulez commencer. Alors ça, c'est un point, on n'a pas eu le temps d'en parler, peut-être qu'à un prochain webinaire, on en parlera un peu plus de ce projet PESCAO. Mais dans le cadre du projet PESCAO, on parle beaucoup de contrôle des pêches, de formation, mais aussi on fait la promotion de la coopération entre les États. La coopération, elle passe bien évidemment par l'échange de données. Ça, c'est primordial, que ce soit des données opérationnelles ou en termes de capture, en termes de stock, parce que tout à l'heure, j'en ai parlé, on a parlé de zones de pêche. Les poissons ne connaissent pas les frontières, ils ne savent pas lire des cartes, hein, ça c'est bien connu. On les respecte, les poissons, mais ils ne savent pas encore lire. Donc, on peut pas dire, ah ben non, ça c'est le problème d'un PIA et pas mon problème. Non, aujourd'hui, le stock est là, demain, il est chez moi. Donc, je suis obligé d'échanger mes données sur le stock avec l'autre. Et là-dessus, sur l'exemple européen, nous proposons une approche régionale entre les États, notamment via les 2 sous-commissions avec lesquelles nous travaillons, mais parfois on essaie de les faire travailler tous ensemble parce qu'il y a des stocks qui passent d'une zone à l'autre selon la période de l'année. Donc, encore une fois, il faut avoir une approche régionale, ça a été dit par Sylvie aussi, ça a été dit par Cheikh, il faut avoir une approche régionale sur ces données. Alors, est-ce que demain, il faudra aller jusqu'à avoir une transparence totale et avoir des sites communs où on expose l'état des stocks, où on fait des choses comme ça? Est-ce que demain, il faudra aller jusqu'à l'attribution de quotas régionaux, comme on a dans certaines ORGP, telles que l'ICAT, la CGPM? J'en sais rien, je n'ai pas une boule de cristal pour vous dire. Ça peut être une solution de travail, mais oui, aujourd'hui, nous faisons la promotion d'une approche régionale sur ce genre de données parce que, encore une fois, si au mois de mars, tel stock de poissons est devant tel pays, il se peut que dans 1 mois ou 2 mois, il sera devant un autre pays. D'accord ? Et les pays doivent échanger. Et en plus, il y a des bateaux qui passent d'une zone à l'autre. Donc là aussi,
il faut échanger les données en matière de surveillance. Voilà. Est-ce que Cheikh, vous voulez rebondir? Oui, en fait, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Vincent, et je pense que aussi, en fait, il faut une mutualisation en fait des ressources. Il y a ce programme PESCAO qui est là, qui fait un travail très, très important avec la CEDEAO. Mais aussi, il faudrait que mutualiser aussi la collection de données, parce que je pense que l'analyse des données est très important pour tacler, en fait, pour arrêter ce phénomène. Aujourd'hui, il est important de répertorier, d'augmenter la capacité des États à analyser les données qui existent, le partager et aussi l'utiliser pour enquêter sur les récurrences, les phénomènes de récurrence dans les eaux territoriales des pays ouest-africains. C'est très important. Et aujourd'hui, quand on parle de renseignement criminel ou de renseignement, les gens ont peur de ce terme. Mais je pense qu'avec le niveau de criminalité qu'on voit au niveau des eaux territoriales de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre, il est important que les États puissent vraiment commencer à établir de bonnes bases de communication, de partage de l'information pour s'entraider à pallier à ces types d'occurrences dans les eaux territoriales au niveau national. Un problème aujourd'hui au Togo peut avoir été vécu au Ghana par le même navire quelque temps. Et s'ils arrivent à partager ces informations, ils sont mieux équipés et plus aptes à répondre à cette menace. À vous. Alors maintenant, j'ai une question pour Sylvie et Sophie. De nombreuses pratiques d'esclavage et de trafic humain en mer ont été reportées sur les bateaux de pêche illégale dans les eaux d'Afrique de l'Ouest et du golfe de Guinée. Quels sont les dispositifs prévus pour les victimes? Comment repérer et prévenir les infractions? Donc Sylvie, si vous voulez commencer, et Sophie, compléter. Sylvie, vous m'entendez? Alors, si Sophie, vous pouvez commencer à répondre et peut-être que Sylvie, si vous voulez rafraîchir votre connexion ou je ne sais pas si vous m'entendez, Sylvie. Alors, je vais écrire un message en même temps à Sylvie. Super, ben, je peux commencer du coup. Alors, effectivement, le son est parti chez moi, je n'arrive pas. Tiens. Oui. Ok, pardon, je vais continuer du coup. Oui, donc effectivement, c'est un problème qui est très lié aux thématiques de pêche illégale. C'est aussi les problèmes d'abus des droits humains à bord des navires et donc les personnes, les marins qui travaillent à bord de ces navires. Et par exemple, on a pu documenter ce type de pratiques abusives au Ghana sur la flotte chalutière et on a fait un rapport l'année dernière sur ce problème avec vraiment des problèmes de maltraitance à bord et d'abus physiques. Donc, qu'est-ce qui peut être mis en place déjà d'un point de vue, on va dire, dans le cadre légal, ce pour qu'on pousse, c'est la ratification du traité de l'Organisation mondiale du travail, qui est le traité C188, pardon, et qui est donc qui est vraiment fait pour
pour protéger les marins à bord des navires de pêche. Donc, on insiste vraiment et on fait beaucoup de plaidoyer pour que tous les États ratifient ce traité. Et puis, c'est aussi, on va dire au niveau national, s'assurer qu'il y a voilà, un recours juridique qui est mis à disposition des personnes qui sont victimes d'abus. Et après, en termes de contrôle, c'est aussi mettre en place d'autres mesures. Donc, par exemple, d'abord peut-être faire un état des lieux et s'il y a des flottes qui sont plus sensibles que d'autres à des pratiques d'abus contre les droits de l'homme, par exemple, mettre en place un système de caméras à bord pour assurer leur protection, un système selon lequel les marins peuvent de façon anonyme rapporter s'il y a des problèmes à bord et le faire de façon à ce que leur identité soit protégée et qu'ils n'aient pas peur de le faire. Et puis aussi, quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, c'est que malheureusement, beaucoup des autorités qui travaillent dans les ports ne sont pas formées aux thématiques de droit du travail et de droits humains. Et du coup, c'est aussi beaucoup poussé pour la formation pour pouvoir aussi détecter lorsque ces navires rentrent au port si jamais il y a ce genre de problème à bord. Donc, il y a voilà, beaucoup de pièces du puzzle. Mais voilà, c'est ma réponse. Merci Sophie. Sylvie, est-ce que vous nous entendez maintenant? Sylvie? Oui, allô? Oui. Est-ce que vous avez entendu la question? Allô? Oui, vous nous entendez? Allô? Vous m'entendez Oui. maintenant? Allô? Bon, pour l'instant, on n'entend pas Sylvie, donc je vais passer sur une autre question. Par rapport j'en avais J'ai pas encore. entendu la question. Ah, alors je vous repose la question, Sylvie? Ça va démarrer. Allô? Je peux vous reposer la question, Sylvie, vous m'entendez? Bon, je vais passer à une autre question. J'ai une autre question sur la formation des marins-pêcheurs. Est-ce que la formation des marins-pêcheurs au métier de l'aquaculture pourrait réduire indirectement la pêche INN? Est-ce que, Vincent, vous voulez répondre? Alors, oui, le développement de l'aquaculture est un sujet, j'allais dire, presque mondial, puisqu'il va bien falloir à un moment ou un autre continuer à produire de la ressource. Et l'aquaculture peut être une, une, Allô? une façon peut-être de lutter effectivement contre la pêche INN. Ceci dit, je vais être honnête avec vous et franc avec vous, il y a aussi des problèmes avec l'aquaculture. On a déjà détecté des problèmes avec l'aquaculture qui parfois permet sur certains stocks, ça dépend les espèces que vous allez développer en aquaculture. Si je suis un pêcheur malveillant et que je dis poisson sous taille, par exemple, puisqu'en aquaculture, on n'a pas de taille minimale, on peut avoir des tailles marchandes, mais pas des tailles capture, puisqu'on ne prend pas de la ressource, on crée de la ressource, on ne va pas sur le stock naturel. Eh bien, si je suis un pêcheur un peu malveillant et que mon cousin est aquaculteur, et bien que j'ai un peu de poisson sous taille, j'aurais peut-être la possibilité de mettre dans une vente de ces poissons, dans la vente de ces poissons qui viennent de l'aquaculture, mon poisson sous taille. Maintenant, je n'ai pas dit que tous les aquaculteurs étaient des mauvaises personnes. Loin de là, il y en a qui travaillent très très bien, qui font des produits de très très grande qualité. Donc oui, l'aquaculture peut être une possibilité de participer à la lutte contre la pêche INN. Ceci dit, eh bien, il faudra mettre en place des structures de formation, des fermes aquacoles, et ça peut prendre du temps, ça prend beaucoup d'argent, mais ça peut être une solution d'ici quelques années, effectivement. Voilà. Est-ce que Sophie ou Chèque, vous voulez rebondir? Non.
Alors, j'ai une autre question. Le Ghana a annoncé le mois dernier son intention de ratifier l'accord du Cap de l'OMI sur la sécurité des navires de pêche, un des 3 traités visant à lutter contre la pêche INN. Savez-vous si d'autres États d'Afrique de l'Ouest ou de l'Union européenne sont aussi en cours de ratification? Sophie? Alors, c'est vrai que donc, c'est un traité qui ne traite pas directement, on va dire, de la pêche INN, mais en tout cas qui est voilà, très important. Et comme qui a été dit, c'est un des 3 traités qui est très important pour lutter contre la pêche INN, même si ce n'est pas fait pour ça. Et donc, en fait, c'est pour assurer donc, la sécurité des navires. Et donc, effectivement, c'est très important que le plus d'États possible le ratifient pour pouvoir protéger les marins à bord, pour qu'ils puissent être dans des, on va dire, conditions salubres et à bord de navires qui sont, qui ont des conditions de sécurité acceptables. Je ne connais pas exactement voilà, le statut des différentes ratifications pour l'Afrique de l'Ouest. Il y a d'autres organisations dans le secteur de la pêche qui travaillent directement voilà, dans le plaidoyer pour la ratification de ce traité. Et du coup, si je peux indiquer une ressource en particulier, ce serait l'organisation de Pew Charitable Trust, qui donc voilà une campagne spécifique sur ce traité et qui, je suis sûre, aura plein d'informations sur qui est en train de ratifier et où on en est par rapport à ça. Vincent, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Alors, personnellement, je n'ai pas d'infos spécifiques là-dessus parce que c'est un sujet, quand on rentre dans la sécurité des navires, qui en fait ne relève pas vraiment des compétences de l'Agence européenne des contrôles des pêches. En revanche, je sais que nos collègues de EMSA, l'Agence de sécurité maritime, qui est basée à Lisbonne, elle suit ces dossiers-là et travaille en coopération avec bon nombre de pays qui sont aussi impliqués dans des coopérations avec l'agent. Donc, je reste confiant sur des bonnes avancées, sur les ratifications assez rapides de ces conventions qui pourront être après, dans la mise en œuvre, supportées par l'EMSA. Alors, j'ai encore une question. Que faire en cas de fuite des navires illégaux? Quels sont les délais pour pouvoir inscrire un navire pratiquant la pêche INN sur les listes des ORGP, donc des organisations régionales de gestion des pêches? Est-ce que Sophie, vous voulez commencer? Oui, en tout cas, sur la première question, parce que c'est vrai que quand il s'agit de l'inscription des listes sur les listes des ORGP, je pense que chaque ORGP, donc organisation régionale, a un système différent pour voilà, décider qu'un bateau doit être ajouté à cette liste des navires de pêche INN. Que faire en cas d'un navire qui s'est échappé? Beaucoup de collaboration entre les États, c'est vraiment la seule solution. Et on a vu que la collaboration internationale et aussi avec le soutien d'organisations comme Interpol ont vraiment permis, des années plus tard, après les faits, ont permis voilà, des arraisonnements et des sanctions des navires grâce à ce partage d'informations entre les États. Et c'est là que l'État du port joue vraiment un rôle, parce que c'est quand ces navires se rendent dans un port, s'ils ont eu l'information qu'il s'agit effectivement d'un navire suspect ou même d'un navire illégal, des mesures peuvent être prises. Donc voilà. Cheikh, est-ce que vous voulez prendre la parole? Pas pour cette question, je passe la main. Est-ce que Vincent? Oui, je vais compléter un peu ce que disait Sophie. Alors, bien évidemment, le processus pour inscrire un navire sur la liste d'une ORGP est un processus un petit peu compliqué. Il y a des recommandations là-dessus. On doit passer par le système des comités d'application. Il y a un vote par toutes les parties contractantes. Donc, c'est un petit peu la problématique comment on appelle ça, des organisations où il y a beaucoup de pays. Bien évidemment, toutes les ORGP communiquent entre elles, s'échangent leurs listes, donc que ce soit CAMLA, les organisations du Pacifique, de la Méditerranée, de l'Atlantique, du Nord-Atlantique s'échangent leurs listes, comme ça les CPC sont au courant. Il y a un outil qui est très important aujourd'hui et on en fait la promotion
via le projet PESCAO, c'est le PSMA, c'est le fameux accord relatif au ressort de l'état du port. C'est-à-dire que, comme l'a dit Sophie, eh bien, quand un bateau est inscrit sur une liste INN, il est interdit de rentrer dans un port. Il ne peut pas rentrer. D'accord. Il va y avoir aussi la problématique des transbordements à la mer. Là, les États côtiers qui délivrent les autorisations, les États du pavillon, ils doivent s'assurer que les bateaux qui participent au transbordement à la mer ne sont pas sur les listes INN. Donc ça, c'est très important. Et l'échange des données est très important aussi. Je vais prendre l'exemple parce qu'il faut un petit peu le souligner aussi. Cette semaine, on va inaugurer à Tema, au Ghana, le VMS, le centre régional VMS pour la CPCO. C'est une grande étape. C'est une grande étape parce que depuis un centre régional, on va avoir un seul centre, on va avoir une vision régionale de ce qui se passe en suivant les bateaux par l'AIS et le VMS. Donc ça, c'est très important à souligner, c'est une grande avancée. Et pour les pays dans cette zone qui ne seraient pas encore équipés de VMS, tout du moins d'un centre, eh bien c'est ce centre qui va se substituer à eux et qui va leur permettre d'avoir ce suivi VMS dont ils ont besoin. Donc là encore, sur ces systèmes qu'on met en œuvre, alors je connais le dossier parce que l'agence a aidé à établir le cahier des charges, le cahier technique pour ces systèmes-là. Vous pouvez rentrer des bases de données. C'est-à-dire que vous mettez des listes de navires et ces listes vont être liées à une alerte. Donc, dès que le bateau apparaît sur l'écran, on reçoit une position, il y aura une alerte. Donc, l'opérateur pourra agir et prévenir les autorités compétentes. Donc, encore une fois, comme l'avait dit Cheikh, l'échange des informations, travailler ensemble. Et je pense que cette ouverture cette semaine à Tema du centre de surveillance des pêches via le VMS au niveau régional est une grande avancée. Sylvie, merci Vincent. Sylvie, est-ce que vous nous entendez maintenant? Je vous entends maintenant. Bon. Alors, j'ai une question sur l'économie et l'emploi. Ça va être la dernière question. Après, les personnes pour lesquelles il y a des questions qui seront restées en suspens, je vous invite à nous envoyer un mail et on vous répondra par mail en fait. Sylvie, l'impact de la pêche illégale sur l'économie et l'emploi en Afrique de l'Ouest est considérable. Quelles sont dans l'immédiat les actions que mènent vos organisations face à cette insécurité de l'emploi dans le secteur de la pêche pour les pêcheurs qui pratiquent leur activité légalement? Oui, merci pour la question. Oui, actuellement, on travaille avec les pêcheurs qui travaillent et qui sont organisés, ils sont très organisés ici d'ailleurs. On travaille avec eux à mieux organiser leur secteur et à mieux trouver et creuser pour que ces pêcheurs-là puissent travailler avec les entités gouvernementales de pêche et aussi être sensibilisés sur les exigences de l'exécution, de la mise en œuvre de leur métier. Et les exigences au niveau international aussi, il faudrait. Et c'est très primordial actuellement au Bénin d'organiser le métier de pêche, de référencer, que chaque embarcation qui va en mer, qu'on sache son numéro, tout ce qu'il faut par rapport à ça. Et avec eux, les autorités peuvent même faire la surveillance comme et Sophie l'a dit, avec eux. Tout se fait ensemble. Puis ce creuset-là, ce cadre d'échange, on l'a déjà instauré au niveau des organisations de pêcheurs, locales au Bénin et les entités de pêche, les entités gouvernementales de pêche. On y travaille actuellement avec eux. Et raison pour laquelle je disais tout à l'heure que c'est un secteur qui a besoin d'appui vraiment à ce que ces pêcheurs artisanaux-là soient vraiment formés. Du coup, on assure la durabilité dans le temps de ce métier. Puisque, comme il y a une certaine insécurité dans l'exécution de la pêche actuellement, le métier a tendance à être délaissé, puisqu'il n'y a pas une relève adéquate. Du coup, il faudrait y travailler vraiment pour que le secteur soit vraiment reformé, appuyé et devienne plus performant pour respecter
les différentes législations et les règlements, les règles et les lois en matière de pêche. Pour en arriver là, il faudrait vraiment y travailler. Et actuellement, on travaille avec ces organisations aussi pour pouvoir mettre en place un label de pêche durable même sur place. Et surtout, tout ça, il faudrait vraiment une certaine formation à la base. Merci Sylvie. Alors, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont connectées, qui ont suivi ce webinaire, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook. Sophie, Sylvie, Vincent et Chèque, Louis va vous envoyer un lien Zoom, si on peut juste se parler pendant quelques minutes à la fin de la collection, enfin à la fin de ce webinaire. Donc, Louis vous a mis justement le lien dans le chat, si vous voulez récupérer le lien avant de vous déconnecter. Je voulais vous remercier à tous en tant que spectateurs d'avoir suivi ce webinaire. On aura d'autres webinaires justement sur la criminalité environnementale et sur d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur les autres webinaires. Merci à tous en tout cas et à bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir.